Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je regarde dans le chat. Comment ça va tout le monde? Dites-moi si le son est bon, si c'est pas trop fort ou si vous m'entendez bien. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai mon manuel et je l'ai même en 2 éditions au cas où il faut comparer les traductions. Je suis comme ça. Alors, super. Merci beaucoup Claudine. Salut Yizi. Nickel. Bon, eh ben on va pouvoir se lancer tranquillement. Voilà la petite proposition que je vous fais. Je vais commencer par... bonsoir Tito. Je vais vous proposer un petit rappel sur Epictet, assez rapide. Qui c'est OK pour l'élégance. Ah bah oui, c'est service après-vente. Alors, j'ai mis la veste ce soir. Donc ce soir, je vais commencer par un petit retour sur en gros qui est Epictet, le stoïcisme, très rapidement, faire les bases. Et à partir de là, on rentrera dans le manuel. Et mon objectif est le suivant. Ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser le chat pour poser des questions. Et ce qui sera important, c'est que vous posiez des questions sur des passages précis. Donc peut-être par exemple que vous avez des questions un petit peu plus générales, etc. Mais même si c'est des questions générales, il faudra toujours les ancrer dans un passage du manuel en particulier, parce que l'objectif, c'est qu'ensuite on puisse ouvrir le manuel et se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qu'est-ce qu'Épictète il nous raconte? Et comme ça, ensemble, on fera un vrai exercice de lecture philosophique ensemble, parce que sinon, c'est juste un cours, c'est très descendant. Là, l'objectif, c'est de créer un peu d'horizontalité, de discussion sur le texte lui-même, et c'est ça qui est le plus sympa, je pense. Donc, petit retour d'abord sur Épictète, qui c'était, qu'est-ce que c'est que ce texte? Le manuel, c'est quand même assez étonnant. Et à partir de là, on avance. Donc la première chose à dire, c'est que Épictète n'est pas un stoïcien de la première heure. En fait, le stoïcisme, c'est né en Grèce aux alentours du IVe siècle avant notre ère, à peu près, voilà, moins 330, quelque chose comme ça, quand quelqu'un du nom de Zénon a commencé à enseigner sous un portique. Et donc le portique en grec, c'est la stoa. Et donc les gens qui venaient écouter Zénon sous le portique, on a commencé à les appeler les stoïciens, ceux qui viennent écouter sous la stoa. Le stoïcisme de Zénon est assez proche du stoïcisme plus tard d'Épictète, parce que, contrairement à plein d'autres écoles philosophiques, les stoïciens ont gardé une vraie cohérence dans leur doctrine. Alors que si vous regardez par exemple les sceptiques, les platoniciens, etc., de siècle en siècle, la doctrine elle change, finalement on n'est plus d'accord, et puis on revient en arrière, et puis les stoïciens pas trop. Les spécialistes racontent qu'il y a vraiment une cohérence et que de siècle en siècle, le cœur de la doctrine reste le même, sûrement parce que justement ça fait partie de la doctrine stoïcienne de rester toujours constant, bien sur ses appuis. Alors, je vous disais, Épictète, c'est pas du tout un des stoïciens de la première heure, parce que donc là, Zénon, on est au moins 4e siècle avant notre ère, et on est en Grèce, tandis que Épictète, on est au 1er siècle après notre ère, donc on est presque 400 ans plus tard, et on est à Rome. Donc on est dans un bouillon de culture complètement différent. Il faut s'imaginer que quand Épictète fait de la philosophie, la grandeur de la Grèce est passée et les Romains ont récupéré, se sont nourris de la pensée grecque, mais ne sont pas, ils n'ont pas remplacé la folie philosophique des Grecs. Donc on est, bonsoir Alessandro, on est dans une sorte de perpétuation de la tradition stoïcienne, mais on n'est pas vraiment dans un gros moment d'invention philosophique. Et donc, Épictète, on sait très peu de choses de sa vie, vraiment très très peu de choses, et
la chose qu'on sait, c'est que dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui était esclave. Et que plus tard, il aurait été affranchi. Et qu'il aurait sûrement commencé à écouter des cours de philosophie stoïcien alors qu'il était encore esclave. Et c'est seulement quand il a été affranchi qu'il a petit à petit commencé à enseigner, produire sa propre philosophie, même si, j'insiste encore, on est dans quelque chose qui est vraiment cohérent par rapport à ce qui se faisait en Grèce quelques siècles plus tôt. Et donc ce n'est qu'après la mort d'Épictète qu'un de ses disciples, qui s'appelait Arien, a collecté certaines de ses pensées et les a compilées dans ce petit ouvrage. Alors pourquoi ça s'appelle le manuel ? Parce que c'est la main, c'est ce qui tient dans la main le manuel. L'idée du manuel, c'est pas de faire un long traité. On raconte que, par exemple, Épicure sont de la nature, il faisait des tomes et des tomes et des tomes. Là, Épictète, c'est pas du tout le cas. Épictète, son objectif, c'est pas d'enseigner une doctrine métaphysique, compliquée, l'être c'est ceci, le non-être c'est cela, derrière les nuages il y aurait ça, puis il y aurait des... Pas du tout. L'objectif d'Épictète, c'est le bien vivre, c'est la vie bonne, la vie juste, la vie adéquate. Et donc, pour cela, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mettre en place, etc. Le but d'Épictète, c'est de donner quelques conseils, mais surtout de nous mettre sur la voie d'exercices stoïciens. Donc, le manuel n'est pas quelque chose qu'il faut seulement comprendre intellectuellement, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et donc tout ce qu'on va se dire ce soir, il faut vraiment le garder en tête à l'aune de ça. Se dire, là, je suis censé, moi, par exemple, après ce live philosophique, essayer de prendre un des exercices d'Épictète et de le pratiquer demain. C'est quand même assez extraordinaire, puis il n'y a pas beaucoup de philosophes qui nous ont transmis comme ça de la philosophie pratique. Donc il faut vraiment garder ça en tête et il faut se dire... ce qu'on fait ensemble ce soir, c'est pas un jeu d'esprit, c'est pas un jeu intellectuel. L'objectif, c'est pas d'essayer de comprendre une doctrine, etc. L'objectif, c'est vraiment de pratiquer. Et donc, parfois, c'est possible qu'ensemble, ce soir, on se retrouve coincé. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit pas tout à fait compréhensible ou qu'il y ait peut-être une contradiction. Ou... Il faut se dire, c'est pas grave. L'important, c'est la pratique. Et donc, par contre, là, il faudra être extrêmement précis et se dire, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce qu'il n'en demande pas trop, Épictète? Ou alors s'il en demande trop, qu'est-ce que ça dit de nous, contemporains, là, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il vivait au 1er siècle de notre ère à Rome? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez des petites précisions de façon générale sur la doctrine d'Épictète? Et si c'est OK, on avance et on commence à faire notre service après-vente des philosophes. Dites-moi tout en commentaire. Bon, tout le monde est prêt, j'ai l'impression. C'est OK, ready, c'est OK. Bon, ça fait plaisir, tout le monde est au taquet ce soir. Et c'est parti. Du coup, ce que je vous propose, c'est de me dire directement, là, en commentaire, donnez le passage précis, dites à quel endroit il est, et je m'empare du bouquin, on le lit ensemble, et on essaye de répondre à la question de la personne. Et je vais aller petit à petit en suivant le chat. Donc, si on ne prend pas tout de suite votre texte, ne vous inquiétez pas, on le prendra parmi les suivants. On a quand même pas mal de temps pour travailler ce soir. Bon, on a une première proposition de Tartine du Nord. Je vous lis sa question. On prend le passage, on le lit ensemble et on essaye de le débrouiller. Alors, Tartine du Nord nous dit « Moi, c'est le passage 11 qui me pose problème. Sur le fait de dire qu'une personne morte est rendue. Est-ce qu'Épictète le pensait vraiment ou est-ce que c'est à interpréter comme un idéal à atteindre ?» Ok. Et je me note papillon du jour, passage 16. Passage 16. La dernière phrase. Ok, on voit ça ensuite. Commençons par, du coup, le 11, qui est un des plus brutaux. Donc c'est pas mal de commencer avec ça. Voilà ce que nous dit Épictète. Jamais ne dit de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais
je l'ai rendu. Ton enfant est-il mort? Il a été rendu. Ta femme est-elle morte? Elle a été rendue. Mon domaine m'a été enlevé. Eh bien, lui aussi a été rendu. Mais c'est un méchant qui me l'a enlevé. Que t'importe par quel intermédiaire le donateur te l'a réclamé? Tant qu'il te le donne, prends-en soin comme d'un bien étranger, ainsi que font de l'auberge ceux qui y passent. C'est costaud, hein? Ce que je vous propose, c'est de lire le même passage, mais dans une autre édition, pour voir si le choix des mots est différent. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus péchue, donc peut-être que le vocabulaire sera plus philosophique. Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. On m'a pris mon domaine, alors lui aussi a été rendu. Mais celui qui me l'a pris est méchant. Quelle importance pour toi? Par qui te l'a réclamé, celui qui te l'avait donné? Tant qu'il te le permet, prends-en soin comme d'un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie. Bon, les textes sont quasiment identiques. Alors, et je note bien, Claudine, passage 13 et passage 30. Ok. Donc là, on est face, je disais, à un des passages les plus brutaux peut-être du manuel d'Épictète, parce qu'il parle de la mort. Et Épicure, chez les épicuriens, lui, il résout le problème facilement, il parle de sa mort à soi. Épicure, il dit, quand je suis là, la mort n'est pas là, quand la mort est là, je ne suis plus là, donc je n'ai pas à avoir peur de la mort. Et là, Épictète, il prend le problème par la face nord. Épictète, il nous parle de la mort des autres. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est le plus dur à encaisser, la mort des autres. Et donc là, il nous dit, quand vous perdez quelqu'un, c'est vraiment, vous ne le perdez pas, c'est pas quelque chose qu'on vous enlève d'une façon injuste ou qu'on vous enlève par accident, c'est quelqu'un qu'on vous reprend. C'est quelqu'un qu'on vous reprend. Et là, le mot important, c'est « je l'ai rendu ». Et là, on va pouvoir avancer sur ce questionnement-là. Je l'ai rendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence avec une question pour vous, le chat. Et encore une fois, on va prendre les choses de façon extrêmement concrète. Est-ce que vous, quand vous regardez les choses autour de vous, votre famille, vos amis, votre maison, ce que vous dites posséder, est-ce que vous arrivez à vous dire dans votre esprit, ça c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est quelque chose qu'on m'a donné? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à imaginer? Alors Tartine dit, je dirais que j'arrive à l'imaginer, mais ça reste très intellectuel au quotidien, ça ne correspond pas vraiment à mon ressenti. Claudine dit oui, mais la difficulté est de rendre. Oui. Et oui. Mais si on veut vraiment suivre la question d'Épictète, avant de se poser la question de savoir est-ce que je suis capable de rendre, il faut se poser la question de savoir est-ce que je suis capable d'imaginer qu'on m'a donné. Pour les choses matérielles, oui, mais pas pour les êtres chers. Ils sont une partie de moi. La perte est un déchirement. La perte est un déchirement. Donc, là, peut-être que c'est intéressant de suivre cette distinction de concept. Je ne sais pas si vous prenez des notes en même temps qu'on discute, mais moi, j'aime bien faire, je vais vous le montrer, 2 colonnes. Comme ça, on fait 2 colonnes. Et donc, on peut mettre le matériel et l'immatériel de l'autre côté. Pour tester la réflexion. On fait comme ça. Et on regarde, on se dit, les choses matérielles, je suis capable d'imaginer qu'on les a données. Par contre, les êtres qui me sont chers, où c'est pas seulement du matériel, j'ai du mal à me l'imaginer. Alors je regarde d'abord ce qui s'est dit là. Rien n'existe dans l'absolu. Tout ce qui est impermanent est illusion. Seule la conscience existe. Tartine du Nord dit, c'est peut-être aller un peu loin, mais quand c'est nos enfants, c'est encore plus dur car c'est nous qui leur avons donné la vie.
Donc, c'est difficile de se dire on m'a donné mes enfants alors que c'est moi qui les ai donnés. En ce qui concerne les êtres humains ou vivants, oui, je comprends l'aspect pour le matériel moins. En gros, là il faut vraiment faire un effort de concret parce que c'est souvent, je ne sais pas ce que vous pensez, hein, mais je trouve que souvent dans les manuels de développement personnel, quand on nous donne des conseils de vie, en fait, souvent, c'est des choses qui sont extrêmement abstraites. C'est-à-dire qu'on nous dit travailler dur, considérer que les efforts sont jamais assez, considérer qu'il faut devenir le meilleur de vous-même, etc. Et il y a une fausse profondeur, il y a une fausse évidence. Et du coup, c'est aussi pour ça que le développement personnel mène pas toujours forcément à grand-chose, parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à incarner. Et incarner, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, c'est une idée qu'on arrive à faire chair. C'est une idée qu'on arrive à faire corps. Et donc là, il faut qu'on se pose la question avec Épictète, est-ce qu'on est capable de faire corps avec cette idée-là? Claudine dit, quand on dit on me l'a donné, qui donc me l'a donné? Alors, je vais répondre à cette question-là, mais d'abord, on revient sur la question du don. Quand on nous donne quelque chose, on est dans l'ordre du don. On n'est pas dans l'ordre de l'échange. Ça, c'est la première chose à dire. On est dans l'ordre du don, on n'est pas dans l'ordre de l'échange. Le don, c'est quelque chose qui est donné sans contrepartie. L'échange est donné avec contrepartie. Donc, on n'est pas dans un contrat. On n'est pas dans une réciprocité avec la vie, on n'est pas dans une réciprocité avec la nature. On est dans une situation où une main au-dessus de nous, vous savez, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Une main a décidé de nous donner. Et donc, déjà, c'est la première chose à prendre en compte. Il y a eu, quelque part, une sorte de transcendance. Il y a quelque chose au-dessus de moi, ou à travers moi, ou en tout cas en dehors de moi, à l'extérieur de moi, qui a décidé que j'allais pouvoir avoir. Et la première chose à ce moment-là à bien comprendre chez Épictète, c'est que je n'ai rien à voir avec le don qui m'a été fait. Ce don qui m'a été fait, je n'en suis pas la cause. Et ce n'est pas ma volonté qui a fait que le don est advenu. Ça, c'est la première chose à vraiment comprendre à fond. Quand on nous fait un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. On peut avoir l'impression qu'on a choisi, mais c'est de l'hubris de notre part. C'est le faux pouvoir de notre volonté. Pour Épictète, ça fait partie de ce qui n'est pas ce qui n'est pas nous, ce qui ne dépend pas de nous. Le don vient d'ailleurs. Alors je continue à lire le chat et puis j'avance là-dessus. François dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont l'appel de la vie à elle-même. » Khalil Gibran. Ah ben j'allais en parler. Vos enfants ne sont pas vos enfants. J'y reviens juste après. Alessandro dit « J'ai l'impression que non seulement les choses, et j'imagine ici les gens surtout, ne m'appartiennent pas, mais je ne sens pas même qu'on me les aurait données. J'en jouis d'autant mieux. » Comme si c'était quelque chose qui était complètement impermanent, comme une rivière qui passe et dans laquelle on peut se baigner. La rivière n'est même pas un don et je peux juste me baigner. Pour comprendre vraiment cette histoire de don, où vraiment ça ne dépend pas de moi, il faut revenir au premier chapitre. Parce que c'est difficile d'expliquer quoi que ce soit d'Épictète sans expliquer d'abord le premier chapitre et qu'on soit sûr de l'avoir vraiment compris à fond. Donc j'ouvre une petite parenthèse, premier chapitre, et ensuite on revient sur celui-ci, et vous verrez, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc le premier chapitre, vous vous rappelez, c'est la distinction capitale, c'est vraiment comme ça qu'on s'assure qu'on a bien compris Épictète, c'est si on a réussi à incarner ça. Parmi les choses, les unes sont de notre ressort, les autres non. Donc parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres non. Et là c'est vraiment important de sortir de notre cerveau du XXIe siècle parce que on est extrêmement hypocrite vis-à-vis de ça. Nous les êtres du XXIe siècle, Nietzsche en rigolerait beaucoup. On fera peut-être un SAV sur Nietzsche. On est les premiers à dire que tout est déterminé. Parce que la science physique nous amène à penser les lois de la nature, à dire tout est déterminé, l'univers nous semble infini, incompréhensible, et on comprend bien qu'on n'est qu'un tout petit rouage de rien du tout et qu'on a du mal à comprendre. Mais à côté de ça,
on est aussi les premiers à peut-être se mentir à nous-mêmes et à dire au quotidien, je choisis. Au quotidien, je suis aux commandes. Au quotidien, c'est moi qui. Et il y a une espèce de contradiction en nous sur qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire. Et là, Épictète, il nous met face à ça. Il nous dit non, 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 arrête de te mentir à toi-même et trace une ligne. Tu peux pas, de jour en jour, de temps en temps, dire ça je choisis pas. Tu traces une ligne. Et donc, d'un côté de la ligne, il y a ce qui dépend de nous, et de l'autre côté, il y a ce qui ne dépend pas de nous, et les choses peuvent plus traverser une fois que tu as mis la ligne. Et donc, lui, voilà où il met la ligne. Il dit, ce qui dépend de nous, donc ce qui est de notre ressort, c'est le jugement, la tendance, donc la tendance dans le sens les inflexions de notre pensée, le désir, l'aversion, et en un mot, toutes nos œuvres ne sont pas de notre ressort. Le corps, la richesse, la réputation, le pouvoir, et en un mot, tout ce qui ne constitue pas nos œuvres. Alors là, le mot d'œuvre, il est un peu compliqué. Je pense que la traduction ici, elle n'est pas forcément très juste, parce que l'œuvre, on a l'impression que c'est une création extérieure. Donc par exemple, j'ai écrit un livre, c'est une œuvre, j'ai fabriqué un objet, c'est une œuvre. Là, c'est pas tout à fait ça dont parle Épictète. Je vais regarder la deuxième traduction. À notre portée, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, en un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. Alors, là, il y a une note, et il nous dit tout ce qui est notre œuvre propre. Mais elle est hyper longue. c'est une note qui fait 5 ou 6 pages. En gros, il faut comprendre que le mot œuvre ici ne signifie pas œuvre comme elle va pouvoir, comme elle peut dire à partir de l'époque moderne, surtout quand on va commencer à parler de l'œuvre des arts, des beaux-arts, etc. Il nous dit l'œuvre propre, idion ou oikeion ergon, recouvre le champ de ce qui est à notre portée. L'accomplir, c'est faire le bien ou être heureux. Être naturellement disposé à l'accomplir, c'est être beau. Et donc, l'idée, c'est que l'œuvre, c'est le bien par lequel on agit. C'est le bien que l'on a en soi et que l'on essaye de faire advenir dans le monde. C'est ça. Et donc, j'essaye de... Épictète, la plupart du temps, écrit seulement « notre œuvre ». L'œuvre de l'homme beau et bon. Donc l'œuvre, ce n'est pas une création extérieure à nous-mêmes, c'est pas une création matérielle. L'œuvre, c'est ce que nous, on est capable de faire de nous-mêmes. C'est ça l'œuvre. C'est un peu comme si on sculptait sa propre statue. C'est ça, le bon, le bien en nous. Donc ça, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et alors pourquoi il fait cette distinction-là ? C'est parce que les stoïciens, dans le fond de leur vision du monde, il y a l'idée qu'il y a un déterminisme profond dans la nature. Pour les stoïciens, le monde, c'est comme un cœur géant qui bat. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement du stoïcisme, pour les stoïciens, il y a un souffle divin qui rentre dans le monde et qui en ressort, qui rentre dans le monde et qui en ressort. Et donc, il y a une sorte d'éternel retour de la respiration universelle. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Et donc, pour les stoïciens, nous, on est un infime bout de poussière qui est bougé qui est mobilisé par cette respiration universelle. Et donc, le fait d'essayer de changer cette respiration universelle, d'infléchir le cours des choses, c'est complètement fou. Pour un stoïcien, ça ne fait aucun sens. Et l'image qu'ils utilisent pour décrire ça, c'est l'image d'un chien qui serait tiré par une charrette. Je crois que c'est Zénon qui utilise cette image-là. Un chien qui est tiré par une charrette. Donc il faut imaginer une charrette qui avance, par exemple, pour retourner à Athènes avec peut-être des amphores de vin. Et la personne qui va vendre son vin a accroché à sa charrette son chien. Et donc vous n'êtes pas dans la position de celui qui dirige la charrette, vous n'êtes même pas dans la position du cheval, vous êtes dans la position du chien qui est tiré par la charrette. Et les stoïciens disent, c'est très simple, vous êtes infiniment moins fort que la charrette qui avance, avec ses grosses roues, son attelage.
De toute façon, vous allez être traîné par la charrette et vous allez aller dans la même direction que la charrette. La seule question qui se pose à votre existence, c'est est-ce que vous allez accepter d'être traîné ou non par la charrette? C'est tout. Et vous avez du coup le choix entre vous couler dans le souffle du monde et être heureux, ou refuser de vous couler dans le souffle du monde et être malheureux. C'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Si on confond les deux, si on se trompe, et si on essaye de dire ça dépend de moi, alors que ce n'est pas du tout le cas, eh ben, on commence à se mettre en colère pour un oui ou pour un non, parce que le monde ne va pas dans la direction qu'on veut. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien vu la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on peut refermer cette parenthèse et revenir à notre chapitre 11. Le don, vous vous rappelez le don? Je vous disais, c'est presque transcendant, ça vient d'ailleurs, ça nous a été fait, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. C'est comme une main venue du dessus qui nous donne. Ben là, maintenant, on comprend. Le don, il nous vient de cette respiration universelle, il nous vient de ce qui est extérieur à nous. C'est juste, j'ai eu de la chance. Il y a quelque chose qui m'est arrivé et ça ne dépend pas de moi. Et donc, à ce moment-là, tout est un don. Si on prend vraiment la distinction que fait Épictète au chapitre 1, tout est un don. La seule chose qui n'est pas un don, c'est l'ensemble de mes états mentaux. C'est mon désir, mon aversion, ce que je désire construire de moi-même, la façon dont je décide de percevoir autour de moi les choses. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste est un don. Tout. Absolument tout. Le monde que vous avez là sous les yeux est un don. Donc moi, par exemple, le matin, je me lève, je vois ma bibliothèque, c'est un don. Chaque livre est un don. La capacité que j'ai à lire de la philosophie, c'est un don. Tout ça est un don. Et alors certains pourraient être choqués et dire, mais non, pas du tout. Tu t'es donné du mal, tu as travaillé. Tu t'es approprié cette compétence grâce à ton travail. Non, c'est un don. L'idée de s'approprier les choses par son travail, c'est quelque chose qui date du XVIIe siècle. C'est le début du libéralisme, c'est John Locke, c'est le début du capitalisme. L'impression qu'on peut s'approprier les choses par son travail. Épictète, il n'est pas du tout dans cet univers-là. Tout est un don. Absolument tout est un don. Est-ce que, je me retourne vers vous, le chat, est-ce que ça vous parle, cette idée-là? Est-ce que vous arrivez là, avec cette petite explication supplémentaire, à embrasser tout autour de vous, même votre corps, les compétences de votre corps, ce qu'il est capable de faire avec toutes ses qualités et ses défauts? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça comme un don? J'en profite pour lire ce que dit Tartine. C'est peut-être bête, mais j'ai l'impression que nos jugements, nos impulsions et nos désirs ne dépendent pas du tout de nous. C'est plutôt tout l'inverse de mon point de vue. On reviendra là-dessus, sur la place que prend la liberté pour Épictète, qui est très importante. Et donc là, on a un Épictète qui nous dit, en gros, la liberté, elle est du côté de la pensée, elle est du côté de l'esprit, tandis que la nécessité, le déterminisme, ce qui ne dépend pas de moi, c'est le matériel, tout ce qui est extérieur. Alors Claudine dit, le ressenti face à cette idée, soulagement, allègement du mental. Tartine dit, oui, je comprends mieux l'idée de don. C'est intéressant, hein, l'idée de don. Et vous pouvez voir ça à l'œuvre, peut-être que vous l'êtes vous-même, chez les personnes qui sont croyantes. Moi, je ne suis pas particulièrement croyant, mais je me suis aperçu que chez certaines personnes qui étaient croyantes, il y avait ce sentiment d'abandon de soi, de se dire, ok, il y a quelque chose, de toute façon, qui régit le monde, j'ai pas à m'en inquiéter, j'ai pas à m'en soucier, j'ai pas à être angoissé par le monde qui m'entoure, parce que de toute façon, il est comme il est. Les choses vont advenir comme elles doivent advenir. Moi, au milieu de tout ça, je suis un être. C'est tout. Et donc, il y a une sorte d'abandon fort. Alors que la modernité, en nous disant « tu es libre, tu es responsable de tes actes, tout autour de toi et le résultat de tes choix »,
la modernité, elle nous a donné une responsabilité énorme, et avec cette responsabilité, l'angoisse qui va avec. Épictète, en effet, avec cette idée de don, il nous enlève tout ça. Il nous enlève tout ça. Alors, il nous enlève la liberté, mais à côté de ça, il nous enlève l'angoisse, il nous enlève l'inquiétude. Il dit, les choses doivent advenir d'une certaine façon. On donne, on reprend, ça ne dépend pas de toi. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, cette idée-là de don? Alessandro dit oui. Oui, tout est don. Et si c'est compris, question suivante, est-ce que vous êtes d'accord avec? Parce que ça se discute. Est-ce que vraiment tout serait don? Est-ce que, par exemple, on peut attaquer Épictète sur la question là qui nous est posée, qui est de dire l'enfantement. Il y a des femmes parmi vous. Est-ce que vous avez l'impression que l'enfant que vous avez mis au monde, si vous êtes maman, c'est un don? C'est quand même particulier, quoi. Quelqu'un tout à l'heure dans le chat disait moi j'ai donné la vie. C'est moi qui ai donné le don. C'est pas, c'est pas quelque chose qui a été. Enfin, c'est bizarre de se dire ça, c'est un don. Tartine dit ça donne l'impression qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Pao dit lorsqu'il y a désir, il y a don. Mais s'il y a viol, est-ce un don? Non. Mais alors, du coup, qui donne? C'est ça la question. Dans la façon dont vous posez les choses, Pao, y a l'idée que le don, il vient de l'amour, il vient de l'être humain. Alors que là, avec Épictète, c'est pas du tout le cas. Le don, il est presque métaphysique. Et ce qui est intéressant avec Épictète, c'est qu'il ne donne même pas la peine de donner des détails là-dessus. Que ce soit la nature avec un grand N, le monde, certains diraient c'est le souffle du Tao, autre chose, on s'en fiche un peu. Le problème d'Épictète, il n'est pas là. La question, c'est il y a quelque chose de supérieur. Ça renvoie à une notion de destin, donc pas d'influence de notre part. Exactement. Exactement, c'est le destin. C'est le destin. Il y a certains stoïciens qui appellent ça comme ça. C'est le destin, avec un grand D. C'est-à-dire comme s'il y avait un rouleau là-haut, comme dirait Diderot, un rouleau qui doit se déplier, et que les choses doivent advenir d'une certaine façon, juste nous, on n'est pas au courant. François dit, une nuance au 8, on peut faire tout ce qui dépend de nous pour que les choses se passent comme nous l'aimerions, et puis on accepte ce qui arrive avec bienveillance, mais au départ, on essaye. Ah, c'est intéressant ça. Le fait que les choses soient déterminées, ça ne nous empêche pas d'essayer. Et ça peut sembler contradictoire. Je vais revenir là-dessus. Pao dit, s'il y a don d'un point de vue métaphysique, donc nous sommes des dieux. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que le don peut venir, par exemple, pour les stoïciens, l'entité métaphysique, c'est la nature, ou c'est même pas nécessairement métaphysique, c'est l'univers infini qui nous dépasse et qui fait que les choses adviennent d'une certaine façon. Nous, là-dedans, on n'est rien du tout. On est un grain de poussière et on peut avoir l'impression, pour Épictète, qu'on donne la vie, mais c'est quelque chose qui passe à travers nous, quoi. Claudine dit « Il faudrait tout accepter, la maladie, cela empêcherait-il d'agir ?» Et donc, on va revenir sur ce que dit François. Oui, il faut accepter la maladie, complètement. Il y a quelque chose de très... de très oriental dans le stoïcisme. Siddhartha, quand il sort de son palais et pour devenir le Bouddha, il va rencontrer quoi? Il va rencontrer la maladie, la mort, la vieillesse, et rejeter l'idée qu'on puisse avoir une influence sur tout ça, c'est un geste très stoïcien. Caé des Vermes dit « Donc à quoi sert-il de vivre si pas de possibilité de changement? Serions-nous de simples PNJ ?» Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, être un PNJ dans un jeu vidéo, c'est être un personnage non joueur. Donc c'est être un passant, c'est être je ne sais plus comment on dit dans les films, un extra, quelqu'un qui passe dans l'arrière-plan et qui fait rien, qui est juste là mais qui ne peut pas agir. Pao dit accepter maladie, non, je me bats pour guérir. Ah oui, là on voit à quel point c'est important d'incarner la pensée. Un figurant, exactement. C'est important d'incarner la pensée parce que si ça reste un truc intellectuel, et
tous et toutes, on est en train de lutter contre quelque chose dans notre vie. Donc, il y a la maladie, la sienne, celle d'un proche, une difficulté, manque d'argent, un accident qui a eu lieu, qui a renversé notre vie. Tout le monde vit ça. Et donc, incarner la pensée stoïcienne, c'est se dire, OK, dans ce cas précis, où j'ai une des souffrances les pires dans mon existence, j'arrive à être stoïcien. C'est ça, réussir. Ibebob77 dit, il y a pourtant aussi des jeunes ici. Oui, mais pas que. Faut que ce soit compréhensible pour tout le monde, mais cool pour les PNJ. Et donc, je reviens sur ce que disait François et la question que pose Claudine. Comment font les stoïciens, du coup, s'ils considèrent qu'il n'y a pas de liberté, pour dire, il faut quand même agir dans le monde? C'est hyper étonnant. Il n'y a pas de liberté, mais on va agir dans le monde. Et d'ailleurs, parmi les stoïciens qui sont les plus connus aujourd'hui, vous avez par exemple Marc Aurèle, empereur Marc Aurèle. Et alors, on peut imaginer un Marc Aurèle qui reste dans son canapé toute la journée à regarder des séries Netflix et qui dit, de toute façon, ce qui arrive dans l'Empire, ça dépend pas de moi. Mais c'est pas du tout ce que Marc Aurèle a fait. Si vous rentrez dans le détail sur la vie de Marc Aurèle et la façon dont il a vécu sa vie, vous verrez que c'est quelqu'un qui a jamais hésité à aller à la guerre, c'est quelqu'un qui a été extrêmement actif, c'est quelqu'un qui a été un bon empereur. Et comment est-ce que c'est possible d'agir, d'être dans l'action, d'être un empereur, tout en se disant « ça ne dépend pas de moi ». Alessandro dit « il y a tout de même la possibilité, comme le chien, de suivre la charrette ou de se débattre. La notion de dharma est sensiblement pareille et Spinoza n'en est pas loin dans De la liberté. » Ouais, exactement. Donc, revenons, c'est un bon exemple. Marc Aurèle, le chien. Donc, imaginez Marc Aurèle qui se voit comme chien avec une laisse et le monde avance, l'empire avance. Et déjà, c'est intéressant parce que quand on est empereur et qu'on est stoïcien, déjà, on se comporte de façon extrêmement humble vis-à-vis de son empire. On est conscient que on ne peut pas fliquer chacun de ses sujets. On ne peut pas être derrière le moindre gouverneur. On ne peut pas vérifier que un tel est en train de faire de la fausse monnaie. L'action de l'empereur en elle-même, elle peut sembler immense parce qu'elle est beaucoup plus importante que n'importe quel autre être à la même époque, mais elle reste infiniment plus petite que ce que serait le pouvoir nécessaire pour pouvoir vraiment tout changer, tout vérifier, tout régenter. Et donc, Marc Aurèle, en disant « je suis stoïcien », il accepte que son empire avance sans lui. Déjà, ça, c'est quelque chose, en termes d'incarnation de sa fonction d'empereur, c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il se dit « je vais faire de mon mieux ». Je vais faire de mon mieux. Vous vous rappelez, Épictète, il disait « nos œuvres ». Nos œuvres. Je vais faire le bien. Je vais faire le juste. Je vais faire le beau. Ça, c'est mes œuvres. Je vais faire de mon mieux. Je vais tendre mon esprit dans la bonne direction. Et à partir de là, ça ne dépend pas de moi. Et donc, la meilleure image pour décrire ça, qu'utilisent les stoïciens, c'est l'image de l'archer. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui tire une flèche. Je ne sais pas s'il y a des archers parmi vous. Quelqu'un qui tire une flèche, il peut viser, mais le fait que la flèche atteigne le but, ça ne dépend pas de soi. Peut-être qu'au dernier moment, il va y avoir un coup de vent, peut-être que la flèche va être défectueuse, peut-être que. Moi, j'ai bien visé. La visée dépend de moi, le résultat final ne dépend pas de moi. Alors je lis ce que vous dites en commentaire. Pao dit « Nos mécanismes de défense, que disent-ils? Nous sommes tous différents et suivant nos mécanismes de défense d'un point de vue organique, nous allons réagir et agir différemment. » Oui, mais le mot important ici, c'est réagir. C'est réagir. Épictète dirait le corps réagit, mais il n'agit pas. Le corps réagit, il répond à un stimulus, il le fait de façon intuitive. Et ça ne dépend pas de moi. Et le fait que mon corps soit plutôt fort pour se défendre ou plutôt faible pour se défendre, ça ne dépend pas de moi. Et pour reprendre l'idée de la flèche avec la maladie, Épictète pourrait dire « ça dépend de moi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir, mais le résultat ne dépend pas de moi. » Il y a un abandon total.
François dit « c'est le résultat final qui ne dépend pas que de moi exactement, donc je l'accepte par principe, mais cela ne m'empêche pas de faire pour le mieux ». Tartine du Nord dit « ok, avec cette idée de visée, je comprends mieux en quoi nos jugements et impulsions sont censés dépendre de nous ». Cahier de Verme dit « c'est l'art du Kyudo ». Je ne connais pas du tout l'art du Kyudo, ça m'intéresse, si vous voulez en dire un peu plus en commentaire. Et donc, je reviens au chapitre 11. Jamais ne dit de quoi que ce soit « je l'ai perdu, mais je l'ai rendu ». Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Les choses sont beaucoup plus claires. Je n'ai perdu quelque chose que si j'ai raté quelque chose, que si je me suis trompé, que si je l'ai égaré, que s'il y a eu une inattention de ma part, que si ma volonté est mal ajustée, etc. Alors que je l'ai rendu, ça ne dépend pas de moi. La personne est venue collecter son dû, c'est tout. Alors que dire je l'ai perdu, c'est moi qui l'ai perdu, c'est de ma faute. Je m'en veux. Il y a de la culpabilité, je me mets en colère, je me dis la nature est contre moi, le monde est contre moi, j'ai pas de chance. Je l'ai rendu. Il y a vraiment l'idée que ça ne dépend pas de moi. Et en plus de ça, il y a l'idée que de toute façon, ça ne m'appartenait pas. Et donc ce texte-là, il est sur l'illusion de la propriété. L'illusion de la propriété. Il nous dit « changez totalement votre façon de voir le monde. Vous pensez que les choses sont votre propriété, elles ne le sont pas. » Et c'est pour ça que le stoïcisme, il nous touche autant, nous, hommes et femmes du XXIe siècle. C'est parce que c'est la société de consommation, c'est la société de la jouissance, c'est la société de l'objet, des objets multipliés à l'infini, et c'est la société de l'objectivation. Les gens comme, je crois que c'est Lukács, diront c'est la société de la réification. Tout est chose, tout est objet. Et donc on a cette tentation de vouloir tout posséder, de vouloir tout considérer comme étant à nous. Et là, Épictète dit, tu n'as rien, rien ne t'appartient. Et la dernière image qu'il utilise, c'était ça dans mon souvenir, la question qui était posée à l'origine, c'est la question du domaine. Il dit, si on t'a volé ton domaine, imaginons c'est la guerre, vous partez à la guerre, vous revenez de la guerre, quelqu'un s'est installé chez vous et vous ne pouvez pas l'en déloger. Il y a une injustice. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'était pas à toi de toute façon. Ce n'est pas à toi de toute façon. Donc ça sert à rien de râler, ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien de crier, de lever les bras au ciel, de dire mais c'est injuste, ça ne t'appartenait pas. Et donc il conclut en disant tu n'es que locataire. Tu n'es que locataire, non pas d'un bailleur, mais locataire de l'univers. Et l'univers te donne, l'univers te reprend. Et donc, c'est pas parce qu'on est un locataire qu'on est un mauvais locataire. Voilà ce qu'il dit. Tant qu'il te le donne, prends-en soin comme d'un bien étranger, ainsi que font de l'auberge ceux qui y passent. C'est pas parce que l'auberge ne m'appartient pas que je vais mettre la chambre sans dessus-dessous. C'est pas parce que l'auberge m'appartient pas que je vais déranger les voisins, faire la fête jusqu'à 2h du matin, mal me comporter. Non, ça c'est ton œuvre, le fait de bien comporter, d'être une bonne personne dans cette auberge, d'être un bon voisin, d'être un bon hôte, un bon convive. Ça dépend de toi. Ensuite, l'auberge, c'est l'auberge. Et donc la dernière phrase ici, c'est ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure. Ça ne dépend pas de toi. Si cette auberge, elle est bonne, pas bonne, si l'aubergiste est sympa, méchant, si la nourriture est bonne, ça dépend pas de toi. Est-ce que le musicien va faire de la bonne musique? Ça dépend pas de toi. Est-ce que tes voisins vont être sympas? Ça dépend pas de toi. Par contre, ça dépend de toi d'être un bon hôte. C'est tout. Tant qu'il te le donne, prends-en soin comme d'un bien étranger, ainsi que font de l'auberge ceux qui y passent. Alors je relis juste l'art du Kyudo. C'est la pratique de l'art martial de l'arc japonais. Oui, tout réside dans les gestes techniques, si on peut dire, mais viser n'est pas un acte, c'est une intention. Oui, complètement, je vois. Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais écrit un article il y a longtemps sur ça, et j'avais pris l'image de... C'est des arcs gigantesques et magnifiques. J'avais pris cette image-là. Papillon du jour dit « Je l'ai rendu, est-ce aussi pour souligner la fugacité des choses ?» Oui, car on est de passage. Exactement.
Exactement. Et l'idée de l'auberge, c'est ça. C'est on est de passage. On est de passage. On partira un jour. On ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quelles conditions. Peut-être qu'on se retrouvera sur la route, peut-être qu'on ira dans une autre auberge, ou peut-être qu'on est de passage et qu'ensuite on disparaît. Exactement. Il y a l'idée que les choses passent. Alors, il n'y a pas toute la poésie qu'il peut y avoir parfois dans certaines philosophies ou spiritualités orientales. Les stoïciens, ils sont un peu bruts de décoffrage, mais c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que... Alors, je me rappelle plus qui avait posé la question pour le chapitre 11. Est-ce que du coup, c'est clair maintenant qu'on a fait toute cette explication, tout ce détour? Alors, j'ai fait un très très long détour, mais ça va nous servir pour les autres passages. Et si c'est OK, du coup, eh bien, on va passer au passage 16 et ensuite passage 13 et 30. Tartine dit « C'était moi, oui, beaucoup plus, merci ». Bon, bah super. On enchaîne alors, chapitre 16. Que nous dit le chapitre 16 ? Lorsque tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il est en deuil, oh là, encore le deuil, ils sont durs les stoïciens. Lorsque tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il est en deuil, ou parce que son fils est absent, ou parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, fais attention de ne pas céder à la représentation que ce sont des mots qui lui arrivent de l'extérieur. Mais aussitôt, tiens prête cette représentation. Tiens prête cette représentation. Ce qui afflige cet homme n'est pas ce qui survient, car un autre n'en est pas affligé. Mais c'est l'opinion tranchée qu'il en a. Tant que c'est en parole, n'hésite pas à compatir avec lui, et même si l'occasion se présente, à gémir avec lui. Mais fais attention cependant à ne pas te lamenter aussi intérieurement. Ils sont durs les stoïciens, qu'est-ce qu'ils sont durs. Je vais vous lire aussi le chapitre 16 dans l'autre édition. Alors, chapitre 16... Tac. Alors, quand tu vois quelqu'un pleurer, endeuillé, ou parce que son fils est parti en voyage, ou parce qu'il a perdu ses biens, applique-toi à ce que la représentation ne te captive pas qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors, mais que la réponse immédiate soit à la portée de ta main. Ce n'est pas l'événement qui oppresse cet homme. Un autre, en effet, n'en est pas oppressé, mais l'évaluation qu'il prononce sur lui. Pourtant, dans les limites de la parole, ne crains pas de lui porter de la sympathie. Et, si le cas se présente de gémir aussi avec lui, applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi au-dedans. Et donc là, la personne avait dit, la dernière phrase n'est pas super claire. Ce que je vous propose, c'est que je m'arrête de parler et que vous, là, vous essayez d'expliquer au reste du chat ce que vous avez compris. Qu'est-ce qu'il veut dire ce chapitre 16 ? Qu'est-ce que ça veut dire comme ça, retenir sa représentation, gémir à l'extérieur mais pas à l'intérieur? Expliquez-moi. Imaginez que c'est vous là qui m'expliquez. Alors, j'ai empathie contre sympathie. Alors là, il faut rentrer dans le détail parce que tout le monde veut pas forcément... Enfin, n'a pas les mêmes définitions en tête, donc il faut rentrer dans le détail. Pao dit ne pas s'investir émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'investir émotionnellement? Tartine du Nord dit quand une personne est triste, c'est parce qu'elle n'a pas compris que ça ne dépendait pas d'elle. Eh oui. Quand une personne est triste, la tristesse dépend d'elle, mais l'objet de la tristesse ne dépend pas d'elle. Alessandro, avoir de l'empathie, comprendre le ressenti de l'autre, mais pas de la sympathie, ressentir la même chose. Ok, là je comprends. Je comprends bien la différence entre les deux. Mais à ce moment-là, faut rentrer plus en profondeur. Pourquoi Épictète nous dit empathie, oui, sympathie, non? Est-ce que c'est pas être sans cœur que de ne pas être sympathique? François dit il faut rester sensible aux gens et indifférent, pas affecté par les événements.
Donc vous vous rappelez les deux colonnes, vis-à-vis des événements, vis-à-vis des gens. Tartine dit « Parce que la sympathie nous amène nous-mêmes à être tristes pour quelque chose qui ne dépend pas de nous ». Papillon de Jour dit « Il faut être empathique et accompagner la personne attristée dans sa douleur, mais comme cela ne dépend pas de nous, il ne faut pas en souffrir ». Pao dit « C'est-à-dire être là, mais laisser partir la tristesse, car cela est métaphysique, les molécules de l'autre peuvent nous submerger ». Claudine dit « Il faut de l'empathie, mais prendre de la distance pour être disponible ». Cahier de Verme dit « La sympathie ne permet pas le détachement qui amène une solution, une réponse ». Voilà, vous m'avez super bien expliqué le texte. Et j'ai juste une question à vous poser, moi, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire représentation, là ? C'est hyper bizarre. Représentation. D'autant que, moi, en tant que prof de philo, je dis c'est anachronique d'utiliser le mot représentation ici, parce que la représentation, c'est quelque chose qui date du XVIe, XVIIe siècle. Pourquoi là, les traducteurs, les deux traducteurs, donc on a deux spécialistes qui ont décidé de dire ce mot grec, on le traduit par représentation. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tartine du Nord dit « Je ne sais pas pour le mot représentation, car il n'est pas dans ma traduction. » Représentation, c'est la persona. Non, c'est pas la persona. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Peux-tu relire la phrase avec le mot représentation ? C'est parti. Lorsque tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il est en deuil, ou parce que son fils est absent, ou parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, fais attention de ne pas céder à la représentation que ce sont des mots qui lui arrivent de l'extérieur. D'ailleurs, Tartine, si tu as une autre traduction que représentation, ça m'intéresse de savoir quel est le mot qui est utilisé dans ta traduction. Papillon de Jour dit la représentation comme pièce de théâtre. Bah non, justement. Ce n'est pas la représentation comme pièce de théâtre. Donc là, le mot est plus technique. Pao dit oui, comme pièce de théâtre, c'est la persona. Eh ben non, justement, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire représentation ? Fais attention de ne pas céder à la représentation que ce sont des mots qui lui arrivent de l'extérieur. En fait, la structure du paragraphe est très différente dans ma traduction et je ne peux pas faire un copier-coller à cause de la limite de caractère. Ah mince, dommage. Dommage. Alors, représentation ici égale perception erronée. C'est pas mal l'idée de perception erronée. En gros, il faut faire la différence entre présentation et représentation. La présentation, c'est le monde tel qu'il apparaît. C'est tout ce que je vois là, la façon dont je me nourris des sensations du monde. Vraiment, faut imaginer la rhapsodie du monde qui me saute au visage. Ça, c'est la présentation, le monde tel qu'il me vient. Et donc, par exemple, quelqu'un meurt, quelqu'un disparaît, quelqu'un est absent, hop, présentation. Et c'est ça, exactement, Papillon de Jour. La représentation, c'est la façon dont le monde m'apparaît. Pas apparaît, m'apparaît. C'est-à-dire, c'est la façon dont je décide de construire ma perception du monde. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, j'ai le choix. Et ça, c'est étonnant, hein. Épictète dit, j'ai le choix. Je peux décider de me représenter la disparition de quelqu'un de deux façons. Je peux me la représenter comme étant dépendante de lui. Je peux me la représenter comme n'étant pas dépendante de lui. Donc l'idée très importante ici, c'est que Épictète nous dit il faut que la gymnastique du stoïcien, ce soit une gymnastique de représentation. Et qu'on ne se dise pas, qu'on ne se pose pas des questions sur la profondeur du monde et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, comme si on faisait une enquête, il a disparu, pourquoi, etc.
L'idée, c'est de se dire, j'ai le choix du prisme, de la lentille, des lunettes avec lesquelles je vois les événements. Alors que dit Pao? Comme la pièce de théâtre, c'est la persona, c'est la personne qui est elle-même sa représentation, c'est l'image qu'elle se fait d'elle ou de lui. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une représentation de soi, mais on peut aussi avoir une représentation des autres. Et donc là, la représentation dont parle Épictète, c'est la représentation de l'autre. Fais attention de ne pas céder à la représentation que ce sont des mots qui lui arrivent de l'extérieur. Donc, je nous mets dans la scène. Épictète sort de chez lui et il voit son ami qui est en train de pleurer assis par terre. Épictète dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et l'autre dit par exemple, mon fils n'est pas revenu de la guerre. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mon fils n'est pas revenu de la guerre. Et donc l'idée ici, c'est que la personne pleure parce qu'elle ne s'est pas dit « mon fils est un don ». La personne pleure parce qu'elle se dit « c'est mon fils, il est à moi et je l'ai perdu ». Donc Épictète voit que la représentation de l'autre personne est erronée. Et ce qu'il nous dit, c'est la représentation erronée est contagieuse. La représentation erronée est contagieuse. L'autre, en disant c'est mon fils, il m'appartient, je l'ai perdu, va me demander de m'aligner, va me demander de dire ah oui, tu l'as perdu. Et là, on est dans une situation compliquée. On a envie d'être là pour lui. On a envie de pleurer avec lui, de le soutenir. Et Épictète dit pas de problème, ça tu peux faire. Tu peux le soutenir, tu peux être là pour lui. Si c'est ça dont il a besoin, fonce. Mais ta représentation ne doit pas être la sienne. Parce que sinon, toi aussi tu vas avoir une représentation erronée, toi tu vas être malheureux. Or là, tu peux être heureux et avec lui. C'est possible. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas complètement hypocrite comme façon de penser? Moi je trouve que c'est quand même particulier. Et donc là, je me souviens bien, Papillon de jour, c'est toi qui avais dit que c'était la dernière phrase. Tant que c'est en parole, n'hésite pas à compatir avec lui, et même si l'occasion se présente, à gémir avec lui, mais fais attention cependant à ne pas te lamenter aussi intérieurement. Joue la comédie. Joue la comédie. Et à ce moment-là, Pao va dire oui, comme au théâtre. Et là, oui, complètement. Joue la comédie comme au théâtre. Fais comme si. Mais à l'intérieur. Donc il y a Épictète, c'est la pensée de la dissociation. Ça fait sens pour vous? Vous êtes capable là, de dire je vais me dissocier et s'il y a mon ami qui a un problème, je vais faire semblant? C'est quand même hyper étonnant. Je vous laisse prendre le temps d'écrire un peu. Tartine dit « Pour moi, l'empathie n'est pas une réaction qu'on contrôle ». Papillon de jour dit « Conseiller pardon ». Alors ça, j'ai pas compris. Tartine du Nord, tu dis l'empathie n'est pas une réaction qu'on contrôle, c'est intéressant. Ça veut dire que cette représentation dont parle Épictète, elle ne dépend pas de nous, donc elle survient en nous, et que on peut pas tout à fait la contrôler. C'est pas un endroit de liberté. Et ce que nous dit Épictète, c'est que d'où vient la représentation n'est pas si important que ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est un TDI, Cahier de Verme. Il faut considérer que moi, je connais rien à rien. Il faut me définir les choses. Et Claudine dit « Dissociation utile pour survivre ». Pao, la représentation erronée, cependant, lorsque cela touche son enfant, la douleur est là. Exactement. Et donc, ce que nous dit, et je vais répondre en même temps à tout le monde, parce que la vraie question, elle est là. L'origine de la représentation, elle n'est pas importante. Que je sois ou pas à l'origine de ma représentation, c'est une chose. Mais ce que nous dit Épictète, c'est fais attention de ne pas céder à la représentation. Il ne nous dit pas tout à fait construis la représentation. Il ne nous dit pas tout à fait fabrique la représentation, fais-la de la bonne façon. Il nous dit ne cède pas à la mauvaise. Ne cède pas à la mauvaise. C'est ça qui est intéressant. Et donc il y a vraiment l'idée. Il dit, tiens, prête cette représentation, tiens-la,
Ouais, vous le sentez, tiens la représentation. Avec ton esprit, tiens-la. La laisse pas t'embarquer. Et donc, l'idée, elle est intéressante parce que, imaginons que c'est nous qui sommes à la place de la personne, l'enfant n'est pas revenu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sent la tristesse nous submerger, on sent la colère nous submerger, l'injustice, tout ça, toutes ces représentations, elles sont là. Et donc, peut-être, Tartine, que Épictète, il serait d'accord avec toi pour dire, bah oui, tout ça, ça survient, c'est là. Et ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est la façon dont je réagis. C'est la façon dont je décide ou non de laisser la représentation s'installer. Soit je cède, et vraiment, le fait de céder, c'est vas-y, vas-y. Et donc la colère, elle monte, et la tristesse, elle monte. Ou alors, tiens cette représentation. Tiens-la. Tiens-la. On voit l'acte de la volonté. L'acte de la volonté qui dit non. Non, non, non. Je te vois représentation, mais tu vas pas faire ce que tu veux. Trouble dissociatif de l'identité. La douleur, le sentiment, c'est vrai que le cœur a ses raisons. Et donc, avec ça, avec cet exemple-là, on comprend ce que ça veut dire être stoïque. C'est de là que ça vient, être stoïque. Être stoïque, celui qui est stoïque, c'est celui qui est capable, non pas d'être complètement, indifférent vis-à-vis du monde. C'est pas que je suis indifférent vis-à-vis du monde, c'est que je choisis de ne pas me laisser submerger par les représentations erronées qui m'apparaissent. C'est différent de l'indifférence. Et donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, il y a des vidéos YouTube d'entrepreneurs. Oui, alors soyez stoïciens, faites comme si le monde ne vous touchait pas, faites comme si les choses n'étaient pas importantes pour vous, faites semblant, etc. Ben, c'est pas tout à fait la même chose qu'Épictète. C'est pas tout à fait la même chose. Celui qui dit « je vais faire semblant » et je vais feindre l'indifférence ou je vais être vraiment indifférent à ce qui se passe, je m'en fiche, etc. C'est pas mon sujet. Ça, c'est un outil de manipulation. C'est un outil de contrôle social. C'est pour dire toi, tu seras plus fort parce que les choses t'atteindront moins. Épictète, il n'est pas là-dedans. Épictète, il dit la plupart du temps, au quotidien, vous avez des représentations qui naissent en vous et qui vous rendent malheureux. C'est ça. Et donc, ces représentations qui vous rendent malheureux, vous pouvez décider de les tenir. Et vous ne les tenez pas parce qu'il faut impressionner les autres, vous ne les tenez pas parce que le monde n'est pas si important que ça, vous les tenez parce que sinon vous sombrez dans le malheur. Parce que vous confondez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. C'est tout. Contrôle des émotions. Eh ben, c'est le contrôle des émotions, mais pas que, en fait. Parce que la représentation, c'est quelque chose d'intellectuel. Là, Épictète pourrait dire « ne sois pas triste ». Il pourrait dire « ne sois pas en colère ». Et son manuel serait beaucoup plus court. Mais là, ce qu'il dit, c'est « tu te fais des mauvaises représentations ». C'est-à-dire, la façon dont tu perçois le monde est erronée. C'est ça qui est important. Tu confonds ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et la tristesse, elle naît de ça. Mais la tristesse n'est pas ça. C'est deux choses complètement différentes. François dit, quand on soigne toute la journée, on y est obligé. Obligé de mettre les choses à distance, du coup. C'est le fait de se dissocier, d'être là pour l'autre, mais pas de souffrir avec lui. Claudine dit, est-ce que c'est se faire des scénarios intérieurs ? C'est intéressant. Là, on est dans le concret, avec le fait de se dire, on se fait des scénarios intérieurs. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des moments dans le manuel où Épictète va parler de choses comme ça, va dire faut être le personnage de sa propre vie, etc. Mais là, dans la façon dont vous l'utilisez, Claudine, il y a vraiment l'idée que on va utiliser vis-à-vis de ses propres représentations un outil de contrôle, un outil de détournement, un outil pour le tenir, parce que quand il dit tiens ta représentation, il nous dit pas comment faire. Il nous donne pas le manuel, il nous dit pas voilà, c'est comme ça, une représentation, tu l'attrapes comme ça. Malheureusement, moi j'aurais bien aimé qu'ils disent alors voilà, une représentation, ça s'attrape comme ça. Pas du tout. Il dit juste fais-le. Et donc je trouve ça intéressant de rentrer dans le détail, d'être un peu tactique et de dire peut-être que si je me fais des scénarios intérieurs et que ces scénarios
ils ont plusieurs formes qui me permettent de distancier un peu. Peut-être que à ce moment-là, la représentation, elle peut moins s'imposer et que je peux un peu plus être dans la volonté. Mais c'est pas forcément évident non plus, hein. Et François dit oui, c'est ça. Oui, le soignant qui est là avec le patient, mais qui ne souffre pas comme le patient en lui. Exactement. Est-ce que du coup, cette explication-là, elle vous convient, papillon de jour? Est-ce que les choses sont plus claires? Oui, super. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste encore un petit quart d'heure, donc on va prendre les 2 textes que nous avait donnés Claudine, et on va se poser la question qui est passionnante de qu'est-ce que c'est la nature pour les stoïciens. J'ai déjà un petit peu répondu, mais on va rentrer dans le détail. Kai de Verme dit « Cela me fait penser à Carl Friston et son principe d'énergie libre. Modifier ses croyances internes versus modifier le monde par l'action. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. François, 35, serait-ce l'enfer, c'est les autres avant l'heure. Ça me tease, François, ça me tease. Mais d'abord, on va faire les 2 textes de Claudine. Alors, chapitre 13. Si tu veux progresser, résigne-toi. Si tu veux progresser, résigne-toi. Alors, je ne suis pas prof de littérature, mais là, en termes de procédé littéraire, c'est exceptionnel. Si tu veux progresser, résigne-toi. Lorsqu'il s'agit de choses extérieures, à passer pour insensé et sot. Ne cherche pas à avoir l'air de savoir. Et si, aux yeux de certains, tu passes pour quelqu'un, défie-toi de toi. Car sache bien qu'il n'est pas facile de garder ta faculté de juger et de vouloir en accord avec la nature, même en faisant attention aux choses extérieures, mais que celui qui s'occupe d'une chose néglige nécessairement l'autre. Je vais relire le passage où il y a le mot nature. Car sache bien qu'il n'est pas facile de garder ta faculté de juger et de vouloir en accord avec la nature, même en faisant attention aux choses extérieures. Mais celui qui s'occupe d'une chose néglige nécessairement l'autre. Ok. Donc là, on reprend notre dichotomie. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la faculté de juger et de vouloir. C'est le fait de dire je saisis la représentation, je la tiens. Et il nous dit c'est pas facile. C'est pas facile, c'est dur même de garder cette faculté en accord avec ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire la nature. Il dit c'est pas facile. Même en faisant attention aux choses extérieures, c'est-à-dire même quand on est capable de distinguer, de discriminer, ça dépend de moi, ça dépend pas de moi, même en faisant ça, il faut que j'harmonise ma volonté avec la nature et j'ai du mal. Parce que, dit-il, celui qui s'occupe d'une chose néglige nécessairement l'autre. C'est-à-dire, je vais vouloir me porter mon attention sur quelque chose et je vais lâcher de l'autre côté, et puis je vais me retourner de l'autre côté. Et donc l'harmonisation, ça veut dire tenir les deux et s'assurer que les deux concordent. Et donc là, le mot nature, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le destin, le souffle du monde, ce grand cycle dans lequel on ne peut absolument rien faire, le monde tel qu'il est et tel que je ne peux le changer. Et donc ici, l'idée c'est vraiment de dire comment j'harmonise ce que je veux avec ce qu'est le destin. Et la réponse d'Épictète, c'est simplement de dire conforme-toi à la nature. Accepte le destin tel qu'il est. Si tu veux progresser, résigne-toi. Ça pourrait être la phrase qui tue tous les livres de développement personnel. Si tu veux progresser, résigne-toi. Ça s'arrête là. Alors qu'il y a tellement de livres qui disent non, mais il faut être dans le positif, et il faut créer de l'amour autour de soi, il faut aller chercher les autres, et il faut travailler, Si tu veux progresser, résigne-toi. Voilà, résigne-toi. Ensuite, tu peux décider mais commence par te résigner. C'est ça. Résigner, qu'est-ce que ça veut dire ? Se conformer à la nature. C'est tout. Et donc Claudine avait donné un autre passage, on va retrouver le mot nature. Passage 30. Les devoirs, en général, sont proportionnés aux relations. C'est un père. Il t'est prescrit de prendre soin de lui.
de t'effacer devant lui pour tout, de le supporter pour qu'il t'injurie ou te frappe. Alors, Épictète, c'est pas progressiste, hein. Mais c'est un mauvais père. Est-ce donc à un bon père que la nature t'a apparenté? Est-ce donc à un bon père que la nature t'a apparenté? C'est intéressant, ça. On revient sur l'idée du don. Est-ce que la vie m'a donné un bon père? Bah, peut-être pas. Et qu'est-ce que je fais face à un mauvais père? Qu'est-ce qui dépend de moi? Bah, d'être un bon fils. C'est tout. Le fait que ce père-là soit comme il est, j'y peux absolument rien. Tout ce que je peux faire, c'est de décider d'être un bon fils. Et donc, quand on dit ici le mot nature, parce que c'était ça le sujet, est-ce donc à un bon père que la nature t'a apparenté? Est-ce que c'était ton destin d'avoir un bon père? Et il y en a qui vont dire c'est pas juste, il y en a ils ont des super papas. Bah ouais, mais dans la vie c'est comme ça. Il y en a qui ont les bons papas, il y en a qui ont les mauvais papas. C'est le destin. Et le plus tôt on se résigne, le plus tôt on arrête de s'énerver contre la terre, les dieux, le hasard, etc., plus tôt on se résigne, plus tôt on accepte de dire c'est mon père, c'est comme ça, on me l'a donné, et on me le reprendra. Et il va changer peut-être, et ça ne dépend pas de moi. Et le plus tôt, on pourra être heureux. C'est tout. Et donc la nature ici, encore une fois, c'est tout simplement le destin. Il y a un autre passage très connu dans le manuel où Épictète dit la vie c'est comme un banquet. La vie c'est comme un banquet. On est assis, toutes et tous, et on attend que les plats passent. On attend que les plats passent. Et alors il y a plusieurs types de convives. Il y a ceux qui râlent et qui disent quand est-ce que le plat il arrive, j'ai faim. Et puis il y a ceux qui disent je suis bien, je suis avec des potes, on discute, puis il y a déjà du vin, donc je vais picoler en attendant. Et Épictète dit quand le plat arrive, sois content qu'il arrive. Quand le plat repart, sois content qu'il reparte. Et ne râle pas. Ça sert à rien, ça ne fera pas arriver le plat plus vite. C'est tout. Et le stoïcisme résumé en une image. Ne râle pas, ça fera pas arriver le plat plus vite. Papillon de Jour dit « Mais faut-il être un bon fils par rapport à quel modèle? À son propre modèle à soi ou à ce que le mauvais père attend de nous ?» C'est bon ça. Son propre modèle à soi, bien sûr. Son propre modèle à soi. Puisque le père, il a des mauvaises représentations. Le mauvais père, c'est pas un bon modèle, le mauvais père. Par contre, nous, si on est un bon stoïcien, on a une représentation fine de ce que c'est que les vertus, de ce que c'est que ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, le fait de bien suivre la nature. Toutes ces choses-là, nous, on les a, lui, il ne les a pas. Donc, on ne va pas s'inspirer d'une mauvaise représentation. C'est la même chose que l'exemple précédent. Donc, on va peut-être pouvoir, quand le mauvais père va partir dans ses délires, le suivre, mais en notre fort intérieur, si on est stoïcien, on restera droit comme des i. Tartine du Nord dit « On parlait des dons tout à l'heure, c'est donc cette nature qui nous fait les dons. » Ouais, exactement. Exactement. C'est cette nature qui nous fait les dons, c'est la nature qui passe les plats. Et c'est marrant parce qu'on retrouve toujours cette idée d'auberge, de plats qui passent. Peut-être qu'Épictète, il a voyagé dans sa vie et qu'il voyait les choses comme ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et j'en profite pour vous recommander une série télé que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle... alors, je connais pas le nom en français. C'est Un chevalier des 7 royaumes, A Knight of the Seven Kingdoms, qui est comment ça s'appelle une série qui est inspirée de Game of Thrones. Et ça raconte l'histoire d'un chevalier errant qui arrive à un tournoi. Et le destin est là. Et c'est écrit comme une tragédie. C'est hyper intéressant, mais c'est... d'habitude, les tragédies classiques, ça arrive aux personnages nobles. Et là, ça arrive à un chevalier errant. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça commence dans une auberge. Et les éléments commencent à se mettre en place dans l'auberge. Et je ne sais pas si la personne, donc c'est George Martin qui a écrit ça, je ne sais pas il a lu les Stoïciens ou pas, mais il y a vraiment cette idée que c'est très grec, c'est pas du tout l'écriture de George Martin, c'est pas du tout une écriture contemporaine où les personnages prévoient des plans et tout se passe comme ils voulaient. C'est les choses arrivent. Les choses arrivent et tout ce qu'on fait, c'est y réagir plus ou moins bien. Caille de Verme dit « Le terme résignation est assez violent, paralysant, non ?» Ben non, faut repenser à Marc Aurèle.
Marc Aurèle, il dit, faut se résigner au résultat. Faut se résigner au résultat. Donc, tu veux progresser, résigne-toi. Ça ne veut pas dire reste assis sur tes fesses. Je reviens au 13. Tu veux progresser, résigne-toi. Ça ne veut pas dire ne fais rien de ta vie. Ça ne veut pas dire agis mal ou n'agis pas. Tout ce que ça veut dire, c'est avant même de commencer à faire quoi que ce soit, avant même de viser, dis-toi, résigne-toi, ne regarde même pas la flèche partir. Regarde même pas la flèche partir. Vise bien, c'est tout. Et donc, tu veux progresser, résigne-toi. Tu peux dire, je vais viser de mieux en mieux, je vais continuer, mais, quoi qu'il arrive, résigne-toi sur là où sera la flèche. C'est tout. Donc, par exemple, vous essayez, je sais pas moi, vous essayez de devenir un spécialiste international du kung-fu. Commence par te résigner. Tu ne seras jamais spécialiste international du kung-fu. Donc tu peux, tous les matins, pratiquer les gestes. T'assurer que tu es de plus en plus précis, de plus en plus affûté, de plus en plus fort dans tes gestes, etc. Mais là où tout ça va t'emmener, tu t'es résigné de base, et tu considères de base que de toute façon tu n'arriveras à rien, que ça ne dépend pas de toi. Peut-être qu'on te fera le don de dire à un moment tu vas être invité dans un tournoi et ça se passera bien pour toi, etc. Mais ce sera un don qui t'est fait. Ça ne dépend pas de toi. Jérôme dit « Ma femme pense que cette résignation est si proche du bouddhisme. » Ouais, complètement. Il y a vraiment quelque chose de très oriental dans le stoïcisme, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas la poésie de l'Orient, il n'y a pas la poésie du bouddhisme, il n'y a pas les belles images de méditation, etc. C'est des Romains, hein, là, on est chez les Romains donc qui sont dans le brut de décoffrage. Ibebop dit « Ce qu'a dit François me fait languir. » Pourquoi donc ? Ah, l'enfer, c'est les autres. Je vais y venir. Cas de verbe. Ok, apprécier le chemin sans chercher à atteindre un but parce que celui-ci peut changer. Exactement. Exactement. Je sens qu'il y a des stoïciens là qui sont en train de naître dans ce chat. Alors, on fait le passage 35 et on s'arrête là. Alors, tac, tac, tac. Lorsqu'ayant reconnu d'une chose qu'il faut la faire, tu la fais. N'évite jamais d'être vu en train de la faire, même si la plupart doivent la juger mauvaise. Car si tu n'agis pas selon la justice, alors évite cette action. Mais si tu agis selon la justice, qu'as-tu à craindre de ceux qui te blâmeront injustement ? J'adore, il est magnifique ce passage. Allez-y, expliquez-le-moi. Lorsqu'ayant reconnu d'une chose qu'il faut la faire, tu la fais, n'évite jamais d'être vu en train de la faire, même si la plupart doivent la juger mauvaise. Car si tu n'agis pas selon la justice, alors évite cette action, mais si tu agis selon la justice, qu'as-tu à craindre de ceux qui te blâmeront injustement ? Expliquez-moi. Tartine du Nord, les bonnes choses sont bonnes en soi, donc l'avis des autres ne devrait pas avoir d'incidence. Ouais, c'est un bon début, c'est un très bon début. Donc la certitude de la justice de mon action devrait me suffire, mais il va plus loin. Il va plus loin. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous dit, tu dois faire une chose. Donc ça c'est le devoir. Tu l'as fait. Donc la visée est bonne. Le cas des lanceurs d'alerte. Ouais, c'est un bon exemple. On va prendre un lanceur d'alerte. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont participé en même temps. Seule la conscience compte. Alors, je reviens sur les lanceurs d'alerte, c'est un très bon exemple. J'ai fait une vidéo dessus, justement, sur la chaîne YouTube, sur une lanceuse d'alerte au sein d'une banque. La lanceuse d'alerte, elle découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelqu'un déboule dans son bureau en lui disant « faut détruire les preuves ». Qu'est-ce que je fais ? Que me dit le devoir ? Que me dit la justice ? Le devoir me dit « tu détruis pas ». Et tu vas voir la justice, tu vas voir les autorités, ce qu'a fait la lanceuse d'alerte. Et donc là, qu'est-ce qui est intéressant ? Quand tu le fais, n'évite jamais d'être vu en train de le faire. N'évite jamais.
Il y a l'idée de danger là quand même. Parce que si on se dit, si je suis vu, ça va mal se passer pour moi, c'est qu'on réfléchit aux conséquences. C'est qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'il se passe si l'autre me voit. Comment il va juger mon action. Et donc par exemple, peut-être que le patron de la banque, me voyant tout collecter, emmené à la police, va dire t'es fou, tu travailleras plus jamais ici, je te considère comme étant radié, jamais plus tu travailleras dans la banque. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Épictète, vis-à-vis de ce gars-là? Il nous dit, tu ne peux pas changer le fait que ce banquier, il ait une représentation fausse de ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas le changer. Il ne sait pas ce que c'est que le devoir, il ne sait pas ce que c'est que la justice, et en plus, il a une mauvaise représentation vis-à-vis du fait que tu ne dépends pas de lui. Tu agis selon ce que tu as à faire. Tu ne lui appartiens pas. Donc il macère dans ses mauvaises représentations. Et donc, et c'est là où ça revient à ce que disait François, le regard de l'autre n'a aucune influence sur moi. Parce que soit il vient valider ma représentation, mais auquel cas je m'en fiche. Parce que c'est ma représentation et j'ai décidé de la tenir. Mais l'autre n'a pas à influencer ma représentation. Soit l'autre vient blâmer ma représentation, c'est la même chose. On s'en fiche complètement. Et François résume très bien en disant « Seule ta conscience compte. Seule ta conscience compte. Seule... » Alors, encore une fois, la conscience, c'est peut-être un peu anachronique, on peut l'utiliser pour le comprendre, mais les Grecs diraient « Seule ta visée compte. » Seule ta visée compte. Si ta visée est bonne, s'il y a un Pékin qui passe à côté pour dire « Ah, ta flèche, elle va partir... » Non, ma visée est bonne. Ma visée est bonne. Et de toute façon, je me suis résigné. Le fait qu'elle arrive, je me suis résigné. Donc, ce que tu me dis là ne sert à rien. Et plutôt que de dire l'enfer, c'est les autres, moi, je penserais un peu au filtre, au tamis de Socrate. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans les dialogues de Platon où Socrate dit il y a plusieurs tamis. Avant de parler, il faut faire passer ses paroles par des tamis. Et donc, il y a le tamis du bon, le tamis du juste, le tamis du bien. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a l'idée que quand on s'exprime, quand on a quelque chose à dire, il faut qu'on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Et là, c'est intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est moi, il faut que je fasse attention à mon tamis et il faut que je fasse attention au fait que les autres ne savent pas l'utiliser. Et que donc, bon, bah, ils ne savent pas l'utiliser, alors pourquoi les écouter? Alors, Claudine dit « Et si ma conscience se trompe ?» Ah, c'est excellent. Les 3 passoires, voilà. Utile, bien, juste. Ben voilà, utile, bien, juste. Très bonne question de la part de Claudine. Et si ma conscience se trompe? Eh bien, là, encore une fois, peut-être qu'on est trop anachronique. Enfin, ou alors, il faut bien distinguer les choses. Et je vais nous amener petit à petit vers la fin du live. Ce serait anachronique d'imaginer chez Épictète l'idée d'inconscient. Il n'y a pas d'inconscient. On est dans la Grèce antique, le concept d'inconscient, il n'existe pas. Il y a des choses qui peuvent y ressembler. On sait qu'il y a le rêve, qui n'est pas tout à fait la même chose que la réalité. On sait qu'il y a l'illusion, on sait qu'il y a tout ça, mais vis-à-vis de nos pensées, il n'y a pas d'inconscient. Par contre, le fait de se tromper, ça, on connaît. Et se tromper, on a vu, c'est le fait d'avoir une représentation qui nous amène à avoir des actions erronées, à être triste, etc. Et donc, la question ici, pour Épictète, ce ne serait pas « est-ce que ma conscience se trompe ?» c'est « est-ce que je suis capable toujours d'avoir les bonnes représentations ?» Il le formulerait peut-être plus comme ça. Est-ce qu'il y a des situations où je suis tellement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a tellement de mauvaises représentations qui m'assaillent que j'arrive pas à les tenir à distance, j'arrive pas à les saisir et je suis embarqué. Et inversement, j'arrive pas à harmoniser, j'arrive pas à me dire le monde est comme ça, il faut que je désire ce qui existe. Mais c'est tout. Le fait que ma conscience se trompe en soi, ça voudrait dire qu'il y a une forme d'indépendance de la conscience, c'est un peu compliqué. Et puis peut-être résumerait juste en disant, est-ce que je suis capable, toujours, en tout temps, d'avoir toujours la bonne représentation? Et la réponse, c'est non. C'est non. Et donc,
Épictète ne dirait pas je suis capable d'être juste tout le temps, ou je suis. C'est pas un manuel du surhomme. C'est un manuel de quelqu'un qui essaye d'être heureux. C'est tout. Et donc François dit as-tu vérifié, est-ce bon? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vrai, bon, utile. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, du coup, c'est pas tant l'enfer, c'est les autres, que les autres se plantent. Les autres, ils réfléchissent pas avant de parler. Alors que chez Sartre, quand on dit l'enfer, c'est les autres, c'est que l'autre est toujours la médiation entre moi et moi-même. L'image que les autres se font de moi, c'est l'image qui me construit. Vous savez, on est des siècles plus tard, on est dans l'existentialisme. Euh, j'ai lu un peu de Beauvoir récemment, donc je tourne et je vais chez de Beauvoir. L'enfer, c'est les hommes. Pourquoi l'enfer, c'est les hommes? C'est parce que c'est les hommes qui ont fabriqué la femme. C'est les hommes qui ont fabriqué la femme. C'est-à-dire la femme, avec la multitude de représentations physiques, intellectuelles, comportementales, toutes les représentations qui existent aujourd'hui sur la femme ont été créées par l'homme. Et donc l'enfer, c'est les hommes. Parce que, en tant que femme, si je veux me libérer, il faut que je balaye toutes les représentations sur ce qu'est la femme. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui aussi. Là, je parle du coup du point de vue des hommes. L'enfer, c'est les autres. Bah, l'enfer, c'est encore une fois les hommes, parce que c'est les hommes qui ont construit la représentation sur ce qu'est être un homme. Et aujourd'hui, la représentation, c'est celui qui est bodybuildé, qui gagne beaucoup d'argent, qui se filme devant une Porsche, qui va à Abu Dhabi. Enfin, c'est plus trop la mode depuis quelques jours. Mais... Et donc, l'enfer, c'est les autres. Parce que les autres me disent, tu n'es rien si tu n'es pas ça. Alors que là, avec Épictète, on est dans quelque chose d'un peu différent. Avec Épictète, c'est comme quand tout à l'heure, j'essayais de consoler mon ami qui pleure. Il se plante, il est à côté de la plaque, c'est pas grave. C'est pas grave. Et l'important, c'est que moi, je sois raccord. Donc les autres ne sont pas une espèce de menace qui peserait sur moi et qui serait dangereuse, et il faudrait me méfier des autres, et il y aurait une déconstruction à faire, parce que la déconstruction, ça vient de là, de se dire les représentations de la femme, de l'homme sont mauvaises, il faut les déconstruire, regarder leur historicité, etc. Là, c'est pas du tout ça pour Épictète. Encore une fois, à grands traits, ce que les autres ils ont dans la tête, ça dépend pas de moi. La plupart du temps, ils vont se planter, faut pas que ça me rende malheureux. C'est tout. Aussi simple que ça. Dites-moi, est-ce que c'est clair ou pas, posé comme ça? Super clair, dit Tartine. Oui, limpide, merci. Bon, bah super, oui. Bon, bah j'ai fait mon travail, hein, service après-vente des philosophes. On n'a fait que quelques passages, mais on l'a bien poncé, notre Épictète. J'espère qu'en ayant posé les choses comme ça, bah maintenant vous allez pouvoir retourner à la lecture du manuel et, comme je le disais tout au début, incarner. C'est-à-dire, c'est sûr que ça va vous arriver demain, ça arrive tous les jours. Quelqu'un vous dit une ânerie, est-ce que vous êtes capable de vous dire ma visée est bonne, tu as dit ce que tu avais à dire? Là, moi je sais que j'y arrive pas. Je sais que j'y arrive pas. C'est dur d'être stoïcien, je n'y arrive pas du tout. Mais j'y travaille, j'y travaille. Demain, je teste sur mes collègues, pauvres collègues. Bah, bon courage, bon courage, bon courage. Et c'était très agréable de philosopher avec vous ce soir. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à continuer à suivre Potion Magique. François dit encore merci et vive Épictète en nous. Ouais, Épictète en nous. Je termine juste au cas où certaines et certains d'entre vous ne connaissent pas Potion Magique dans le détail, au cas où vous découvrez là seulement depuis quelques jours. Si vous allez sur le site de Potion Magique, donc c'est potionmagique.org, si vous êtes sur votre téléphone, vous avez la possibilité. Alors normalement, je peux. Pourquoi il ne me laisse pas interagir? Hop. Ah, mais il ne me laisse pas interagir, c'est bizarre. Tac. Tiens, c'est étonnant. Ah, c'est parce que je cliquais pas au bon endroit.
Voilà. Donc, si vous cliquez là en haut à droite, vous avez cours, conférences, ressources, vision. Donc, le cours, je commence par ça, c'est le truc sur lequel je bosse depuis le mois de septembre. Je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes déjà inscrits au cours d'introduction à la philosophie. C'est un programme de 40 cours qui a un objectif chronologique. Le principe est le suivant, on part des présocratiques, on va jusqu'à Bergson, et on montre la chronologie des événements. On montre comment tout se déploie. Et donc là, on en est à Berkeley, donc on est au siècle des Lumières, et je suis en train de travailler sur Rousseau, je suis en train de terminer le cours sur Rousseau qui sort la semaine prochaine, et on aura terminé à peu près mi-juin, à partir de mi-juin, tous les cours seront disponibles, et en attendant, je les publie chaque semaine. Je suis très fier du travail que je fais en ce moment. Vous savez, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai de la philosophie, et donc ces cours, c'est vraiment les condensés de toutes mes lectures de ces dernières années et de ce qui me semble être le lien organique qu'il y a entre tous ces auteurs et entre toutes ces philosophies. Et par exemple, au début de chaque cycle, donc là par exemple le siècle des Lumières, il y a toujours une séance d'introduction et souvent c'est la séance préférée des étudiants parce que je fais une sorte de résumé et en même temps de transition pour passer d'un siècle à l'autre. Et donc là, pour démarrer le siècle des Lumières, c'était sur la révolution de l'individuation moderne, donc sur la question justement de la représentation. Et ça, à chaque fois, c'est quelque chose qui plaît énormément parce que ça donne un effet de clarté. Une fois qu'on a compris c'est quoi la représentation, la révolution de la représentation, tout le reste semble plus simple. Donc là, par exemple, aujourd'hui, voilà, vous avez le premier cycle et vous avez Épictète qui est ici, juste après Épicure, Aristote, Platon. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a expliqué Épictète comme s'il était comme ça dans le vide, mais pas du tout. Épictète, il s'inscrit dans une histoire. Et donc, c'est très intéressant de savoir que, avant ça, il y a déjà eu Platon, il y a déjà eu Aristote, il y a déjà eu Épicure, il y a déjà des pistes qui sont posées. Et savoir, par exemple, que les stoïciens, c'est les ennemis jurés des épicuriens, ça aide à mieux comprendre Épictète. Je reviens sur les autres ressources. Si vous cliquez sur ressources ici, vous arrivez sur cette page, et là, vous avez marqué Initiation à la philosophie. C'est un cours complètement gratuit de philosophie sur l'identité. Si vous êtes vraiment débutante ou débutant, c'est l'idéal pour démarrer. C'est des petits mails que vous recevez chaque jour pendant une semaine. Et j'ai eu pareil de très très bons retours. Alors attendez, je crois que je les ai là. Donc ça c'est la philothèque là. Vous allez voir, vous avez accès... Tac, tac, tac. Connais-toi toi-même de Socrate, le premier jour. L'âme et le corps. Que vais-je devenir? Donc le bateau de Thésée. Celles et ceux qui suivent Ego sur YouTube, il a fait un début de vidéo là-dessus il y a quelques temps. La philosophie des compliments et de l'amour. Psychologie et identité. Et la crise existentielle, on parlait de Sartre à l'instant. Donc ça vraiment, j'ai eu d'excellents retours. Il y a plus de 2000 personnes qui l'ont déjà fait. Et les gens adorent. Je conclus juste en disant, il y a quelque chose que je suis en train de construire et qui est en train de devenir de plus en plus chouette, c'est la philothèque. Donc la philothèque, qu'est-ce que c'est? C'est un manuel de philosophie interactif. C'est-à-dire que petit à petit, je rajoute de plus en plus de textes et je fais les liens entre les textes de ce manuel et les cours que je donne. Et donc là, par exemple, vous pouvez dire, on a dit qu'on bossait sur Sartre. Est-ce que j'ai des textes de Sartre? Je ne sais plus si j'en ai. J'en ai un, voilà, sur la liberté. Donc on met la liberté. Et vous avez le niveau. Vous pouvez cliquer là sur Sartre et arriver à tous les autres auteurs. Vous avez le texte lui-même. Vous avez un petit résumé. Et ensuite, vous avez une citation qui vient un petit peu confirmer, infirmer, apporter un petit décalage. Et ensuite, vous avez des ressources supplémentaires. Donc, interview, podcast, exposition. Et souvent, je mets le texte intégral pour que vous puissiez retourner directement dans le texte. Et ça, c'est vraiment, je me donne beaucoup de mal avec cette philothèque. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et quand petit à petit, je vais lancer club de lecture, etc., ça reposera toujours sur la philothèque. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé tout ça intéressant et motivant. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des mails, des choses comme ça pour me dire ce que vous avez pensé de ce soir. Et moi, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des envies pour de futurs philosophes à étudier ensemble. Je vous dis très très bonne soirée et bonne lecture philosophique pour la suite. Salut tout le monde!